Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur le paludisme à Plasmodium knowlesi et le paludisme à Plasmodium inuit, deux zoonoses parasitaires émergentes. Eh bien, j'ai réalisé ces présentations au niveau des 5e journées scientifiques du Centre de recherche médicale et sanitaire et j'ai bien voulu partager cette présentation sur la plateforme UVAD dans l'espoir de la partager avec nos étudiants, mais aussi avec nos confrères. Je profite de l'occasion pour présenter notre mug qui a été partagé et que j'apprécie bien. Ceci étant, je vous propose le plan suivant. Nous allons parler dans un premier instant d'une introduction, puis de l'épidémiologie, du parasite, on va les décrire, des hôtes naturels des deux parasites, des vecteurs des deux parasites, de la clinique, en particulier la clinique chez l'homme, puisque c'est une zoonose, du diagnostic, du traitement, de la prévention et de la conclusion. Il faut dire que 4 espèces plasmodiales sont classiquement reconnues comme étant les agents étiologiques du paludisme chez l'homme, à savoir le Plasmodium falciparum, le Plasmodium ovale, le Plasmodium vivax et le Plasmodium malariae. Cependant, l'émergence des cas cliniques de paludisme à Plasmodium knowlesi et de paludisme à Plasmodium inuit, particulièrement en Asie du Sud-Est, oblige les cliniciens à les considérer comme étant la 5e et la 6e espèce plasmodiale. Donc, l'objectif de cette présentation est de faire le point sur l'infection à Plasmodium knowlesi et à Plasmodium inuit par une approche One Health. Et ce, à travers une revue de la littérature portant sur les publications les plus récentes parues dans les bases de données médicales PubMed. Donc, en épidémiologie, il faut dire que Plasmodium knowlesi a été découvert en 1930 par l'italien du nom de Knowlesi. Eh bien, c'est Knowlesi qui a donné son nom au Plasmodium knowlesi. Eh bien, ce parasite a été transmis expérimentalement en 1932 et ce, dans le cadre de la malariothérapie de la neurosyphilis. En effet, on s'est rendu compte que les personnes souffrant de neurosyphilis, lorsqu'ils font un paludisme, arrivent à guérir de la neurosyphilis. Eh bien, on a décidé de transmettre expérimentalement le paludisme dans l'optique de prendre en charge les personnes souffrant de neuropaludisme. Plus tard, en 1956, on a observé une transmission naturelle du Plasmodium knowlesi chez des militaires en retour d'une mission en Asie du Sud-Est. Quant à Plasmodium inuit, il a été découvert tout récemment, plus précisément en 1920, et il est transmis naturellement en 1931, plus précisément en Asie du Sud-Est, en particulier en Thaïlande. Donc, ces deux parasites sont des parasites zoonotiques. Autrement dit, des parasites qui sont transmissibles naturellement des animaux à l'homme et vice-versalement de l'homme à l'animal. Il faut aussi dire que ces deux parasites ont une origine simienne. Comme vous le savez, il y a des parasites, des plasmodies humaines, des plasmodies simiennes et des plasmodies murines. Les plasmodies simiennes sont celles qu'on observe chez les singes, autrement dit les cyanomorphes, et les plasmodies murines sont celles qu'on observe chez les rongeurs, en particulier la souris. Ils sont en pleine expansion à cause de l'augmentation de l'interaction entre l'homme, les animaux et l'environnement. En effet, en Malaisie, dans l'optique de produire de l'huile végétale à vendre, ce que vous trouvez dans nos marchés sous forme de bidons de 20 à 25 litres, communément appelé l'huile du Nord, eh bien, la Malaisie avait défriché des grandes surfaces dans la forêt et a planté de l'huile de palme, dans l'optique d'obtenir des graines de palme permettant de produire de l'huile. Eh bien, l'homme s'est retrouvé dans un environnement qui n'est pas le sien, où de par le passé, il y avait des singes, en particulier les macaques, mais aussi les vecteurs qui sont responsables de la transmission de ces deux parasites. Ce qui fait que l'homme est devenu un hôte de ce parasite qui initialement était simien.
Il faut dire que parmi les facteurs responsables de cette expansion, il y a l'intensification du trafic international. En effet, une personne peut quitter la Guinée et se retrouver le lendemain aux États-Unis, ou bien une personne peut quitter l'Europe et se retrouver en Asie du Sud-Est, en Thaïlande, au Cambodge, au Yémen, à Myanmar ou en Malaisie, dans le cadre d'un tourisme ou bien dans le cadre d'un voyage scientifique. Ce qui fait que il peut se faire contaminer là-bas et revenir chez lui en Europe et développer plus tard la maladie. Ce qui explique l'expansion de cette zoonose parasitaire. Eh bien, comme je le disais tantôt, ces zoonoses sont largement répandues en Asie du Sud-Est, en particulier en Malaisie, au niveau de l'île de Sarawak, mais aussi en Asie du Sud-Est, en particulier en Thaïlande. Parlons à présent du cycle biologique de ces deux parasites. Le cycle biologique de Plasmodium inuit, en particulier la phase hépatique, elle n'a pas d'hypnozoïde. C'est un cycle au cours duquel la phase érythrocytaire dure 24 heures, ce qui fait que nous avons une fièvre de type tierce. Comme vous le savez, c'est l'éclatement de façon synchrone des globules rouges et la libération de l'hémozoïne qui va stimuler qui va déclencher la fièvre suite à la stimulation de l'hypothalamus. Quant à Plasmodium inuit, la durée du cycle érythrocytaire est de 72 heures, ce qui fait que nous sommes plus en phase d'un paludisme avec une fièvre de type quartz plutôt que une fièvre de type tierce. Toutefois, chez Plasmodium inuit, la durée d'incubation, autrement dit la phase présymptomatique de la maladie est relativement longue. Elle peut durer de 30 à 31 jours. Pour ce qui est des parasites, il faut dire que Plasmodium knowlesi est morphologiquement proche de Plasmodium malariae. C'est un parasite de petite taille et vous pouvez trouver, comme dans le cas de Plasmodium malariae, des formes équatoriales, autrement dit des formes qui divisent pratiquement l'hématie en deux. Ici, nous avons un trophozoïde en bague de chaton où nous constatons bien le noyau, la vacuole digestive qui est blanche et le cytoplasme qui est bleuté en périphérie. Par contre, ici, nous avons un schizonte qui remplit l'hématie et nous constatons qu'il y a plusieurs noyaux issus de la division du parasite. Quant à Plasmodium inuit, il est plutôt morphologiquement proche de Plasmodium vivax. On va observer des cellules de grande taille et qui sont déformées. Et ici, nous avons un trophozoïde âgé avec un noyau bien distinct et un cytoplasme déformé. Ici, nous avons un schizonte avec plusieurs noyaux qui remplissent pratiquement la cellule. D'un point de vue phylogénétique, il faut dire que Plasmodium knowlesi, tout comme Plasmodium inuit, sont génétiquement proches de Plasmodium vivax. Et là, nous avons un dendrogramme qui nous montre l'emplacement de Plasmodium knowlesi par rapport à Plasmodium vivax. Qu'en est-il des hôtes naturels de Plasmodium knowlesi et de Plasmodium inuit? Il faut dire que l'hôte naturel de Plasmodium knowlesi est le macaque, en particulier le macaque fascicularis et le macaque nemestrina. Le macaque fascicularis est le macaque à longue queue, comme vous le voyez ici, alors que le macaque nemestrina est le macaque à queue courte. Quant à Plasmodium inuit, l'hôte naturel, son os naturel est le macaque arctoïdes que j'appelle communément le macaque à make-up. Autrement dit, le macaque à rouge à lèvres et à crayon dangereux. Vous le voyez ici avec une particularité de la présence de ces couleurs rouges au niveau de son torus orbitaire. Parlons à présent des vecteurs qui assurent la transmission de ces deux parasites. Plasmodium knowlesi est transmis à l'homme par des moustiques du complexe Anopheles leucosphaerus qui a un comportement anthropozoophile. Autrement dit, il a une préférence trophique aussi bien sur les animaux que sur l'homme. Si on fait une ELISA sur les repas sanguins, on constatera que le sang qu'il y a
dans le tube digestif de ces moustiques appartient aussi bien aux humains qu'à l'homme. Quant à Plasmodium inuit, eh bien, il est transmis par Anopheles crassens, qui lui aussi est un vecteur zooanthropophile. Parlons à présent de la clinique, et comme c'est une zoonose, on va parler de la clinique chez l'homme, autrement dit des manifestations de la maladie chez l'homme. Eh bien, Plasmodium knowlesi est responsable d'importantes infections pouvant aller jusqu'à 63%. Donc, vous voyez, lorsqu'on fait un test au sein de la population, on peut se rendre compte qu'il y a une grande partie de la population qui porte ce parasite. Il est associé même à des flambées avec malheureusement des morbidités pouvant aller jusqu'à 27,7% et malheureusement avec 4 décès, ce qui a été observé à Sarawak en Malaisie tout récemment en 2021. Quant à Plasmodium inuit, le plus souvent il est asymptomatique, toutefois il peut exceptionnellement être clinique. En ce qui concerne les manifestations cliniques chez Plasmodium, chez l'infection à Plasmodium knowlesi, on peut observer une fièvre, qui est une fièvre de type tierce, comme je le disais, des maux de tête, des douleurs abdominales, de l'anémie. Il peut provoquer un paludisme sévère avec une hyperparasitémie et un dysfonctionnement rénal. Le taux de létalité pouvant aller jusqu'à 2%. Pour ce qui est de Plasmodium inuit, comme je le disais tantôt, l'incubation est longue. Elle peut aller jusqu'à 31 jours. La fièvre est de type quart. Le plus souvent, nous avons des infections submicroscopiques, autrement dit que vous pouvez avoir beaucoup de peine à diagnostiquer l'infection par microscopie. Et c'est le développement des nouvelles technologies, en particulier la PCR et le séquençage, qui ont permis de mettre cela en évidence. Très probablement, il peut s'agir d'un cul-de-sac parasitologique, car on peut observer des infections qui peuvent durer jusqu'à 8 mois. Donc, on peut dire que ce sont des infections chroniques qui, le plus souvent, ne sont pas sévères. En ce qui concerne le diagnostic est le même, aussi bien pour Plasmodium knowlesi que pour Plasmodium inuit. On peut suspecter une infection à Plasmodium knowlesi et à Plasmodium inuit chez quelqu'un qui a voyagé en Malaisie ou en Thaïlande ou d'une façon générale en Asie du Sud-Est et qui a été en contact avec des macaques. Le diagnostic peut se faire par microscopie, mais l'outil le plus efficace est surtout la PCR qui permet d'amplifier le gène codant pour la sous-unité 18S de l'ARN ribosomal. On peut aussi mettre en évidence cela par séquençage du génome et en faisant du BLAST, ce qui permet de comparer la séquence amplifiée avec celle qui se trouve sur la base de données de PubMed. Il faut dire aussi que c'est surtout le développement de ces outils qui ont permis de nos jours de mettre en évidence ces parasites. Là, nous avons un gel d'agarose avec une migration mettant en évidence très nettement des infestations par Plasmodium knowlesi. Pour ce qui est du traitement, il faut dire que la chloroquine est efficace à 96%. Ils sont sensibles aux combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, aussi bien l'artéméter-lumefantrine, l'artésunate amodiaquine, la dihydroartémisinine piperakine et l'artésunate pyronaridine. Pour ce qui est des cas, on peut utiliser la quinine ou bien de l'artésunate injectable. Pour ce qui est de la prévention, il faut réduire le contact avec la faune sauvage, en particulier les macaques. Il faut prendre des mesures de protection individuelle contre les vecteurs lorsqu'on se déplace en Asie du Sud-Est, particulièrement dans les forêts. Et pour cela, on peut utiliser les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, les répellants, comme le Relax. On peut mettre des habits à longue manche pour se protéger. On peut faire la chimioprévention avec la chloroquine ou avec les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. En conclusion, je dirais que Plasmodium knowlesi et Plasmodium inuit sont des zoonoses parasitaires émergentes. Toutefois, il y a une question qui se pose. Sont-ils réellement des parasites émergents ou bien c'est surtout le développement des méthodes de diagnostic qui sont puissantes telles que la PCR et le séquençage qui ont permis de mettre en évidence ces infestations qui existaient au sein de la population. Il faut dire aussi que l'exploitation de la forêt pour la culture de l'huile de palme
et les voyages internationaux favorisent leur expansion dans le monde. Et par conséquent, seule une approche One Health permettra de contenir ces parasitoses émergentes et de les indiquer. Donc pour cela, le secteur de la santé va prendre en charge correctement les patients qui sont malades. Les vétérinaires vont prendre en charge les animaux sauvages et ceux de l'environnement feront aussi la lutte contre les vecteurs assurant la transmission de cette pathologie. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette présentation qui a porté sur le paludisme à Plasmodium knowlesi et le paludisme à Plasmodium inouï que j'ai bien voulu partager. Et j'ose espérer que vous en ferez un bon usage. Sur ce, on se dit à la prochaine fois et je vous remercie infiniment.